Bien, salut à tous, c'est Graven pour ce deuxième épisode sur la création d'un jeu en Python. Dans la première partie de cette nouvelle série, nous avions vu comment créer un projet avec une première fenêtre sur laquelle on avait placé l'arrière-plan de notre jeu. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons voir ensemble comment créer un premier personnage qui va représenter notre joueur, qu'on va pouvoir ensemble positionner sur la fenêtre et pouvoir contrôler à l'aide du clavier. Bien, commençons par le commencement. Avant toute chose, il est important de définir ce que l'on souhaite faire. Dans notre cas, on souhaite créer un premier composant graphique qui va représenter notre joueur. Alors pour faire ça, on évite de tenter de créer plein de fonctions en vrac dans ce script main.py. Cependant, ce n'est pas la bonne solution étant donné qu'au bout de 10 vidéos, on risque tout simplement de ne plus s'y retrouver parce qu'on aura juste un gros pavé de plus de 500 lignes et ça va être très compliqué d'ajouter de nouvelles fonctionnalités par vous-même. Donc ce que je vous propose de faire pour éviter ça, c'est qu'à partir de maintenant, on va partitionner nos différentes instructions en plusieurs classes qui vont chacune représenter un composant de notre jeu. Par exemple, on aura une classe pour le joueur, une classe pour le monstre, pour les comètes, etc., etc. Ce qui va permettre de pouvoir ranger les instructions de chacun des composants dans leurs classes respectives. Tout simplement. Alors on va commencer par la création du joueur, donc après le pygame.init, c'est ici que nous allons créer une première classe qui va représenter notre joueur. Donc vous allez pouvoir sauter une ligne et ici on va créer une classe qui va s'appeler par exemple player, comme ceci. Donc à l'intérieur, on va pouvoir commencer par définir une première méthode qui s'appelle init, qui va être appelée au chargement de notre classe player. Donc lorsqu'on va créer un nouvel objet, qu'on va charger un premier joueur sur notre jeu, ça va automatiquement appeler cette méthode. Par conséquent, on va pouvoir ici charger les caractéristiques par défaut de notre joueur, comme par exemple son nombre de points de vie, de points d'attaque, de vitesse. Donc pour faire ça, on va devoir récupérer l'objet courant avec le mot-clé self. Donc vous allez mettre ici self.else qui sera par défaut égal à 100 points de vie. Donc ça, ce sera la vie du joueur qui pourra être modifiée. Par exemple, si notre joueur subit des dégâts, on va devoir changer cette valeur. On dit que c'est une valeur qui est variable. Seulement, si on a besoin de récupérer le nombre de points de vie maximum du joueur, on peut pas le faire parce que si ça change, on va avoir un problème. Donc vous allez en dessous créer un second attribut, self.maxHealth, qui sera par défaut égal à 100 points de vie. Comme ça, on garde aussi bien le nombre maximum de points de vie que la valeur variable. On continue avec le troisième attribut, self.attack, qui va représenter l'attaque de notre joueur qui sera par défaut égale à 10 points d'attaque par exemple. Vous pourrez très bien modifier cette valeur par la suite si vous trouvez que le joueur fait trop de dégâts ou au contraire pas assez. Et enfin le dernier attribut, ce sera ici un self.velocity qui va correspondre à la vitesse de déplacement de notre joueur. Par défaut, on mettra que ce sera égal à 5 pixels par exemple. Pareil, si vous trouvez que votre joueur ne va pas assez vite, vous pouvez changer cette valeur. Bien, on en a fini avec la création des 4 premiers attributs qui caractérisent le concept de joueur sur notre jeu. Cependant, ce n'est pas suffisant, parce que pour l'instant, notre joueur, il va pas être pris en compte par Pygame comme étant un composant du jeu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est transformer cette classe player comme étant un sprite sur notre jeu. Donc un sprite dans un jeu vidéo, c'est tout simplement un élément graphique qui peut se déplacer. Dans notre cas et dans notre jeu, on en aura plusieurs, le joueur, les monstres, les comètes, le projectile, etc., etc. Donc à partir de maintenant, lorsqu'on crée une classe qui doit représenter un composant graphique du jeu, on va devoir lui faire hériter entre parenthèses de la superclasse présente dans pygame.sprite et cette superclasse s'appelle sprite, comme ceci. Si vous faites un contrôle et que vous cliquez dessus, vous allez voir que vous entrez dans cette superclasse et il vous définit en gros qu'est-ce que c'est qu'un sprite. C'est la classe de base de tous les éléments visibles de notre jeu. En dérivant de cette classe, on peut très bien mettre à jour un élément du jeu, assigner une image, donc dans notre cas ce sera l'image du joueur, et aussi changer la position. On y reviendra un peu plus tard. Donc vous allez revenir sur le fichier main, et il nous reste une dernière étape, c'est que lorsqu'on charge notre joueur, ça appelle cette fonction init pour initialiser ses composants, mais il faut initialiser également cette classe sprite, sinon il ne va pas la charger par défaut.
Donc dans la méthode init, vous allez ici récupérer la superclasse, comme ceci, et venir appeler son constructeur en faisant un point init, comme ceci. À partir de maintenant, notre joueur est désormais un sprite sur notre jeu. Parfait. On va maintenant pouvoir ajouter l'image qui va représenter notre joueur sur la partie. Pour ce faire, vous allez rajouter un énième attribut self.image et ce sera égal à notre module pgame.image. Et on va utiliser la méthode load qui va permettre de charger une image depuis un chemin qu'on va spécifier entre apostrophes. Donc l'image de notre joueur se trouve dans le dossier qui s'appelle assets. Donc on va ici rajouter assets, on entre à l'intérieur et l'image s'appelle ici player.png. Donc vous allez mettre ici le nom du fichier plus l'extension png. Parfait. Donc là ça va simplement charger l'image de notre joueur exactement comme on l'avait fait pour l'arrière-plan. Cependant, si on souhaite déplacer cette image sur notre jeu, on va devoir récupérer ses coordonnées. Donc vous allez sauter une ligne et on va faire ici un self.image.getRect, comme ceci. Donc un rect en Python, c'est tout simplement une forme à 4 côtés qu'on va pouvoir soit générer pour créer un rectangle sur notre jeu, ou alors récupérer sur une image déjà existante pour pouvoir la déplacer grâce à ses côtés. Donc c'est très important de venir le récupérer dans un énième attribut qui va s'appeler self.rect et qui va permettre de récupérer cette valeur. Parfait. On en a fini avec la création des premières bases de cette classe player. À partir de maintenant, il va falloir charger cette classe et créer un premier objet qui va représenter notre joueur. Puisque si on n'appelle pas cette classe, elle ne fera rien du tout. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre après l'importation de l'arrière-plan et on va ici tenter de charger notre joueur. Donc à ce niveau-là, vous allez créer une variable qui va s'appeler player et qui sera égale à une nouvelle instance de cette classe player, comme ceci. Donc pour l'instant, si je tente de lancer mon jeu, vous allez voir que le joueur ne s'affiche pas encore, étant donné qu'on a simplement chargé son image, mais on ne l'a pas appliqué sur la fenêtre. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre dans la boucle tant que, et après avoir appliqué la fenêtre de mon jeu, je vais ici appliquer l'image de mon joueur, comme ceci. Donc pour ce faire, on va ici récupérer notre surface et actionner la méthode bleed qui va permettre d'injecter l'image de notre choix. Donc en premier argument, on va dire que l'image est présente dans ma classe player et l'attribut s'appelle image. C'est ce que j'ai à ce niveau-là. Et en deuxième argument, on va spécifier la position de mon joueur par rapport à la fenêtre. Par exemple, si je le mets en 0,0, ça va le mettre en haut à gauche de l'écran. Cependant, comme je vous l'ai indiqué, le déplacement va se faire grâce à ce fameux self.rect. Donc au lieu de placer bêtement notre joueur par rapport à des coordonnées en dur qu'on lui spécifie, on va pouvoir directement mettre le rectangle à la place de ces valeurs. Donc je vais récupérer mon joueur et faire un point rect, comme ceci. À partir de maintenant, si je déplace l'image de ce joueur, elle va automatiquement se positionner par rapport à rect. Tout simplement. Donc on va essayer pour voir si cela fonctionne. Je lance le jeu et on peut voir qu'à partir de maintenant, mon joueur s'est correctement placé sur l'écran. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais là pour l'instant ton joueur il n'est pas correctement positionné. Effectivement, sur la démonstration du jeu que je vous avais effectuée dans le premier épisode, notre joueur était placé sur le sol et beaucoup plus au centre. Donc pour effectuer ce repositionnement, on va devoir le déplacer sur deux axes comme on est en deux dimensions. Le premier de droite à gauche, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses qui correspond à la lettre X. C'est-à-dire que si je déplace mon joueur en X, il va pouvoir être déplacé sur ce premier axe. Donc on va essayer. Je vais fermer la fenêtre du jeu et ici lorsque je récupère le rect, je vais pouvoir changer la lettre X en faisant self.rect.x et je vais mettre par exemple 300 pixels. Donc si je lance mon jeu, on peut voir que mon joueur a été déplacé. Seulement ce n'est pas encore bien au centre, donc ce qu'on va faire c'est à la place de 300 mettre 100 pixels de plus, par exemple 400 pixels. Je relance à nouveau
et le joueur est déjà un peu plus au centre. Maintenant, pour le repositionner sur le sol, on va jouer sur le deuxième axe de haut en bas qui s'appelle l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, c'est la lettre Y. Donc on va fermer ceci et faire un self.rect.y et je vais mettre par exemple 500 pixels, sachant que cette valeur c'est en partant du haut de l'écran et non pas du bas. Donc je relance le jeu et on peut voir que mon joueur s'est bien placé. Parfait. Alors là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais là tu vas laisser ta classe player comme ça tranquillement et même le joueur il est chargé un peu n'importe où. Eh bien en fait on va pouvoir encore créer des objets, encore créer de nouvelles classes qui vont nous permettre encore plus de partitionner notre code. Donc tout ce qui va correspondre à notre jeu va être rangé dans une classe game. Donc vous allez au-dessus créer une seconde classe qui va représenter notre jeu. Donc on va faire une classe qui va s'appeler game par exemple, comme ceci. On va lui définir son constructeur en mettant le init. Et par défaut, on va pouvoir ici générer notre joueur quand une nouvelle partie est créée. Donc au lieu de générer n'importe comment ici le joueur, on va tout simplement le faire dans game. Donc on va ici faire un self.player pour le ranger dans les attributs et dire qu'on souhaite générer une nouvelle instance de notre joueur. Parfait. Alors bien évidemment, comme on n'a pas encore créé d'instance de cette classe game, comme on l'a pas encore chargé, et bah ça va rien faire de particulier lorsqu'on lancera le jeu. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est que maintenant, après avoir chargé l'arrière-plan, on ne va plus charger simplement le joueur, mais on va charger notre jeu. En faisant une nouvelle variable qui va s'appeler game et qui sera égale à une nouvelle instance de la classe game. Parfait. Alors vous allez pouvoir descendre un petit peu dans la boucle tant que et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quelques erreurs. Il ne trouve plus le player parce que maintenant il est rangé dans notre jeu. Donc il faut simplement rajouter un game point devant, comme ceci, puisque maintenant, pour accéder au joueur, on fait un game.player. Tout simplement. Donc à partir de maintenant, si je relance mon jeu, on peut voir que rien n'a changé et on a désormais une répartition qui est plus correcte. Alors avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose de déplacer ces différentes classes dans des fichiers à part. Ça va éviter d'avoir 12 classes à la fin de la série. Donc pour ce faire, on va commencer par copier ici la classe player. Donc soit vous faites un clic droit, copier et après vous le supprimez. Soit alors vous pouvez faire un clic droit et faire cut. Ça va directement le copier et après le supprimer. Vous avez le petit raccourci CTRL X à ce niveau-là. Donc une fois que c'est fait, vous allez faire un clic droit sur votre projet et faire ici un nouveau fichier Python qui va s'appeler player.py. Comme ceci. On fait entrer et ça va naturellement le générer. Donc là, vous allez pouvoir coller cette classe player que vous avez copiée au préalable. Soit vous faites clic droit paste, soit vous faites CTRL V directement. Alors bien évidemment, il ne va plus reconnaître le module pygame étant donné qu'on l'a importé dans le main.py. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre avant cette classe et venir faire un import de pygame, comme ceci. Et donc là, on est bon. On peut retourner dans le main.py et faire la même procédure pour la classe game. Je vais venir la copier, CTRL X, et sur game, venir créer un nouveau fichier Python qui va s'appeler game.py. Je fais entrer. Pareil, on fait un import de pygame et on vient le coller. Alors bien évidemment, il va mettre une erreur sur le player étant donné qu'il ne retrouve plus cette classe. Alors pour résoudre ça, c'est très simple. On va tout simplement importer ce composant player depuis le fichier player.py. Donc vous allez dire depuis player, tu vas venir m'importer la classe player. Tout simplement. On peut retourner dans main et la dernière étape, ça va être de faire la même chose pour game qui ne trouve plus dans cette classe principale. Donc après l'import de pygame, on va faire ici from game import game. Et là, on n'a plus aucune erreur et on vérifie bien que le jeu fonctionne encore à chaque fois. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui a été cassé. Si vous avez une erreur, je vous invite à mettre un commentaire ou à me rejoindre sur Discord pour que je puisse vous aider en privé. Bien. On va pouvoir attaquer la deuxième grande partie de cette vidéo qui va être consacrée au déplacement de notre joueur. Pour ce faire, on aura besoin de détecter différents événements au clavier pour dire à notre joueur d'aller à droite ou d'aller
à gauche. Vous allez revenir sur votre code et on avait déjà une mécanique pour gérer la notion d'événement. Si vous vous rappelez bien, on avait ici détecté si notre joueur fermait la fenêtre. Et bien ça, c'est un événement qui s'active à un moment particulier. Mais on en a d'autres qu'on va pouvoir utiliser pour la détection au clavier. Vous allez donc vous rendre après cette première condition et en rajouter une deuxième pour détecter si un joueur lâche une touche du clavier. Pour ce faire, on va mettre en dessous un elif pour ajouter une seconde condition et vérifier si le type d'événement event.type est égal à pgame.keydown. Comme ceci. Donc à l'intérieur de cette condition, on va pouvoir vérifier quelle touche a été utilisée. Donc pour ce faire, on va rajouter une condition si récupérer la touche utilisée en faisant notre événement.key et je vais venir comparer à pgame.k qui va permettre de récupérer toutes les clés possibles. Donc les clés, ce sont les touches. Le tiré du 8, donc underscore, et là on peut voir que j'ai toutes les touches possibles au clavier. Donc par exemple, je peux utiliser les lettres de l'alphabet, A, Z, E, R, T, Y, etc., etc. Également les numéros du pavé numérique, 1, 2, 3, 4, etc. Mais également les touches comme espace ou encore flèche de droite, flèche de gauche. Donc pour récupérer par exemple la flèche de droite, on va faire ici K right, comme ceci. Donc à l'intérieur, pour l'instant, je vais simplement me charger d'afficher un message en console en mettant déplacement vers la droite pour voir si cela fonctionne correctement. On va lancer notre jeu et si maintenant je fais la touche de droite, vous allez voir que ça me met bien ça en console. Donc ça fonctionne parfaitement. Parfait. Donc on va ensemble rajouter en dessous une deuxième condition en mettant elif pour vérifier si event.key est égal cette fois-ci à pgame.k-8 pour vérifier si cette fois-ci c'est la touche de gauche qui est enclenchée. On va en dessous faire la même chose. On va faire un petit print en mettant déplacement vers la gauche. Parfait. Donc je lance le jeu et on peut voir qu'à partir de maintenant, si je vais à droite, ça m'affiche déplacement vers la droite et si je fais la touche de gauche, ça me met déplacement vers la gauche. Donc ça fonctionne parfaitement. Super. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais là pour l'instant, ton joueur, il ne se déplace pas. On a juste détecté les événements au clavier. Donc pour ce faire, on va devoir créer deux nouvelles méthodes qui vont permettre au joueur de partir soit à droite, soit à gauche. Donc pour ce faire, vous allez revenir dans votre code, dans le fichier player.py, et en dessous du constructeur, c'est ici que nous allons pouvoir définir une méthode moveRight qui va prendre en parenthèse par défaut le mot-clé self qui va nous permettre de pouvoir modifier la valeur en x qui, je vous le rappelle, permet de déplacer notre joueur de droite à gauche. Donc si en dessous je fais un self.rect.x, ça va me permettre de récupérer les coordonnées du joueur. Et pour le faire partir à droite, j'ai simplement besoin d'ajouter à ces coordonnées en x la vitesse du joueur. Donc pour ce faire, vous allez faire un plus égal self.velocity. Super. Donc en dessous, vous allez pouvoir définir l'autre côté avec une fonction moveLeft qui va permettre de partir à gauche. On va mettre entre parenthèses le mot-clé self qui se génère automatiquement. Donc vous allez ici faire self.rect.x pour récupérer cet axe et faire cette fois-ci moins égal en spécifiant la vitesse du joueur self.velocity. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir revenir dans votre fichier main et maintenant qu'on a créé ces deux méthodes, on va pouvoir les relier avec notre événement, notre détection qui se fait. Donc au lieu d'afficher bêtement déplacement vers la droite, on va récupérer ici notre joueur en faisant game.player et on va lui dire ok, tu as actionné la touche droite, je vais te déplacer vers la droite en faisant move right. Pareil pour le déplacement à gauche, au lieu d'afficher ça, on va récupérer game.player et lui actionner sa fonction moveLeft. Parfait. Donc à partir de maintenant, si je lance mon jeu, je vais essayer d'aller à droite et on peut voir que mon joueur se déplace correctement si j'appuie plusieurs fois. Si je fais la même chose dans l'autre sens, ça fonctionne également. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est
super tout ça, mais bon, là, le déplacement n'est pas très fluide. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, je peux rester appuyé sur la touche et j'ai un vrai déplacement qui se fait. C'est pas autant saccadé. Donc, ce qu'il va falloir faire à partir de maintenant, c'est enregistrer toutes les touches qui sont actionnées par le joueur pour les récupérer en temps réel dans la boucle et pouvoir déplacer notre joueur ou non. Donc, ce que vous allez commencer par faire, c'est vous rendre dans la classe game et on va ici créer un nouvel attribut, self.pressed, qui va contenir toutes les touches qui sont actuellement actives par le joueur. Donc vous allez mettre un égal et par défaut mettre un dictionnaire vide. Alors un dictionnaire en Python, c'est tout simplement un agrégat de clés qui sont associées à des valeurs. Par exemple, je pourrais très bien avoir ici un prénom, Marlène, qui est associé à une valeur, par exemple son âge. Donc je vais mettre ici 2 points et par exemple 26 ans. Ensuite juste en dessous, Antoine, qui est associé à la valeur 13 ans. Et donc à partir de maintenant, le dictionnaire me permet de faire une relation entre la clé et la valeur. Et donc si je dis tu m'affiches self.pressed et entre crochets ici Marlène, et bah il va m'afficher ici la valeur 26. Puisque je lui donne la clé et il m'affiche la valeur. Alors dans notre cas, ça va pas nous servir à afficher Marlène sur notre jeu. Ça va nous permettre d'associer des touches. Donc on aura par exemple en clé touche flèche droite, touche flèche gauche, qui vont être associées à une valeur booléenne, c'est-à-dire soit vrai, ça veut dire que la touche est actuellement active par le joueur, soit faux, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée. Donc ces valeurs, ils vont automatiquement être affectées lorsqu'on va appuyer sur le clavier. Vous n'aurez pas besoin de le faire directement ici. Donc nous, on va juste générer ça par défaut. Vous allez pouvoir revenir sur votre main et pour faire ce changement automatique, on va pouvoir supprimer ce qu'on fait à ce niveau-là. On le placera à un autre endroit par la suite. Et lorsque le joueur appuie sur cette touche, eh ben, il nous suffira d'enregistrer la touche dans ce dictionnaire. Donc vous allez faire ici game.pressed, mettre entre crochets la touche en faisant event.key et on va lui affecter la valeur vrai pour lui dire que la touche est active. On va rajouter une autre condition au cas où le type d'événement event.type est égal cette fois-ci à pgame.keyUp au cas où la touche n'est plus utilisée. Donc je vais entrer à l'intérieur de cette condition et cette fois-ci, si la touche n'est plus utilisée, je vais faire la même chose que ceci. Donc je récupère game.pressed, la touche qui n'est plus active c'est event.key et je vais la passer sur faux, comme ceci. À partir de maintenant, on connaît en temps réel quelles touches sont activées ou non par le joueur. Pour voir visuellement ce que ça fait, vous allez vous rendre après l'application de l'image du joueur et on va ici faire un affichage en console de game.pressed. Donc vous allez lancer ici votre jeu et on peut voir que dans la console, ça nous spamme un dictionnaire vide. Mais à partir du moment où je vais faire une touche, par exemple flèche de droite, vous allez voir que ça m'affiche le numéro de la clé de la flèche droite, plus la valeur false, parce que pour l'instant, elle est désactivée. Donc si j'appuie, elle va passer sur vrai de temps en temps, et si je reste appuyé, donc elle reste sur vrai. Si je rajoute une seconde touche, vous allez voir ce que ça fait, flèche de gauche par exemple, on peut voir que ça m'ajoute dans le dictionnaire cette seconde touche. Donc si je reste appuyé, pareil, ça l'active. Si je fais les deux touches en même temps, vous allez voir que les deux sont actives. Donc si vous souhaitez faire un truc qui s'active avec deux touches, c'est également possible. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on peut fermer notre jeu et il ne nous restera plus qu'à détecter les touches droite ou gauche à la place de cet affichage pour vérifier si le joueur souhaite aller à gauche ou à droite. Donc pour ce faire, on va faire une condition, récupérer nos touches qui sont actuellement actives en faisant un game.pressed. Et pour récupérer la première touche qui est la touche de droite, on va faire un point get de pgame.k_right. Donc là, c'est pour vérifier si la touche flèche droite est active. Si c'est le cas, alors on va pouvoir récupérer notre joueur, game.player, et lui actionner sa méthode moveRight, comme ceci. On va pouvoir faire la même chose pour la flèche de gauche. On va rajouter un elif game.pressed.get et cette fois-ci vérifier que la clé pgame.kleft. On entre à l'intérieur et même procédure game.player.moveRight.
left cette fois-ci. Donc on va essayer, je relance mon jeu. Et à partir de maintenant, regardez, si je me déplace, on peut voir que mon déplacement est beaucoup plus fluide. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, on en a fini avec ce déplacement. Cependant, on va avoir un petit problème, c'est que si j'essaye de sortir d'écran, pour l'instant rien ne me l'interdit. Je peux très bien sortir à gauche et même à droite, juste ici. Alors comment faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, il va falloir faire qu'au déplacement de mon joueur, je vérifie s'il peut aller à gauche ou s'il peut aller à droite en fonction des coordonnées en X du joueur, comme il se déplace pour l'instant que sur cet axe. Donc vous allez revenir sur votre code et pour l'instant, on va juste afficher en console pour que vous voyez bien les coordonnées du joueur en faisant game.player pour récupérer mon joueur, .rect.x. Si je fais ça, vous allez voir vite la condition qu'il nous faudra. Pour l'instant, mon joueur est en x400. Si je le déplace vers la gauche, on peut voir que les coordonnées se réduisent. Donc là, je vais essayer de sortir l'écran et regardez, je passe en valeur négative. Donc ce qu'il faudrait par exemple, c'est vérifier que mon joueur, quand il va à gauche, il ne peut pas aller au-delà de 0. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc pour ce faire, on va rajouter après la vérification de la touche une seconde condition pour vérifier en plus de cela que les coordonnées en X du joueur, donc game.player.rect.x, sont bien supérieures à 0 pour qu'il ne passe pas en valeur négative. On va pouvoir essayer. Et si j'essaye d'aller à gauche, regardez, à un moment donné, je me retrouve bloqué. Donc ça fonctionne parfaitement. On va essayer maintenant de faire l'autre côté. Et étant donné que mon écran fait 1080 pixels de largeur, il me suffit de rajouter ici une condition quand le joueur essaie d'aller à droite pour vérifier si game.player.rect.x, donc les coordonnées du joueur en X, sont bien inférieures à la taille de l'écran 1080, comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai choisi une autre taille d'écran, est-ce que ça va marcher aussi ? Eh bien, plus simplement, si vous décidez par la suite de changer les dimensions de votre écran, donc à la place de mettre ici la largeur 1080 qui peut changer, on va mettre à la place screen, donc notre surface, et récupérer sa largeur en faisant un get width, comme ceci. Donc on essaye, je stoppe le jeu et je le relance. Et si maintenant j'essaye d'aller à droite, on peut voir qu'il y a un problème. C'est simplement dû au fait que dans le calcul, la position du rectangle qu'on a défini en X, c'est par rapport à ce point le plus haut. De ce fait, on va devoir ajouter dans notre calcul la largeur de l'image du joueur. Pour ce faire, on va simplement ajouter après le X un petit plus et mettre ici game.player.rect.width, comme ceci. Donc à partir de maintenant, si je lance mon jeu et que j'essaye d'aller vers la droite, on peut voir que je me retrouve bloqué à un certain endroit. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode a été assez complet pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne avec la cloche des notifications et toutes les notifications pour ne pas rater la suite de cette série. C'est très important. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode numéro 3 avec la création du projectile que va lancer notre joueur. Sur ce, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.